Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau voyage du dessous des cartes. Nous venons d'atterrir ici à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, au bord du golfe arabo-persique. De l'autre côté de cette mer, il y a l'Iran et nous sommes ici aussi bien sûr aux portes de l'Arabie Saoudite. Alors nous avons voulu mieux comprendre ce territoire singulier, l'un des principaux pays producteurs de pétrole de la planète et un territoire que l'on présente souvent comme un îlot de stabilité et de prospérité dans une région chaotique, particulièrement bien sûr depuis le 7 octobre 2023, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et les guerres de représailles qui ont suivi à Gaza, au Liban, jusqu'à l'effondrement bien sûr en Syrie de la dictature de Bachar el-Assad. Alors nous allons rencontrer des militaires, nous allons rencontrer des diplomates pour comprendre ce Moyen-Orient en plein bouleversement. Mais on va commencer par découvrir ce territoire, les Émirats Arabes Unis, au centre du jeu géopolitique de la période, à l'épicentre entre Occident et Orient. Situés au sud-est de la péninsule arabique, les Émirats Arabes Unis s'étendent sur près de 78 000 km², soit à peu près la superficie du Benelux, entre le Sultanat d'Oman et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ils disposent d'une double façade maritime, sur le golfe arabo-persique d'un côté et sur le golfe d'Oman de l'autre, qui débouche au sud sur la mer d'Arabie et sur l'océan Indien. Et voici les 7 émirats qui composent les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Fujairah, Ajman, Al Quwain et Ras Al Khaimah. Ils ont une large part d'autonomie, mais ils sont chapeautés par un système fédéral dirigé depuis la capitale, Abu Dhabi. Près de 90% des 10,5 millions d'habitants se concentrent sur 5% seulement du territoire, notamment dans les opulentes métropoles d'Abu Dhabi ou de l'exubérante Dubaï, la ville la plus peuplée avec 3,6 millions d'habitants. Et pourtant, il y a 6 décennies, le territoire des Émirats actuels n'était qu'un modeste protectorat britannique habité par quelques tribus bédouines, pour la plupart nomades. Mais au début des années 1960, la découverte des hydrocarbures change radicalement l'histoire du pays. Les gisements de gaz et surtout de pétrole assurent la promotion soudaine de l'émirat d'Abu Dhabi, qui se trouve détenir 94% des immenses réserves du pays. C'est d'ailleurs l'émir d'Abu Dhabi, le célèbre Cheikh Zayed, qui négocie le départ des Britanniques et qui proclame l'indépendance du pays en 1971. Alors bien sûr, on a l'image d'un pôle de richesse jailli des sables grâce aux hydrocarbures. Mais en réalité, même si le PIB émirien demeure bien sûr dopé par le pétrole, il repose aujourd'hui aussi sur l'industrie lourde et surtout sur les hautes technologies et sur le secteur tertiaire. Les Émirats, un pôle de stabilité dans un environnement régional troublé, le golfe arabo-persique. Cette mer quasi fermée de 1200 km de long est bordée par 8 États. L'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats, Oman, mais aussi les 2 géants régionaux, Iran et Arabie Saoudite, dont la rivalité culmine dans ces eaux. Au-delà, le Moyen-Orient connaît aujourd'hui de nombreux bouleversements. Bande de Gaza, Liban, Syrie ou encore les attaques des Houthis du Yémen. Les Émirats sont donc au centre géographique et stratégique du Moyen-Orient. Ce qui a donné l'idée à certaines puissances étrangères d'y disposer de bases militaires. C'est le cas des États-Unis, mais aussi, et c'est moins connu, de la France. Elle y dispose de 3 bases, une navale, une aérienne et une terrestre depuis 2009, et des accords de défense mutuelle signés dès 1995. La France qui veille bien à dire qu'elle n'est ici qu'hébergée par l'émirat d'Abu Dhabi et qu'elle n'est pas chez elle. Le rapport de force s'est inversé, car aujourd'hui, la France a grand besoin de la puissance financière et géostratégique des monarchies du Golfe. Pour mieux le comprendre, nous avons rendez-vous sur ces 3 bases françaises des Émirats. Elles sont commandées par cet homme, l'amiral Lenné. Au-delà d'Abu Dhabi, il est en charge d'une zone gigantesque qui va du canal de Suez au détroit de Malacca. Nous arrivons en plein briefing. En 2024, il y a eu 2 ruptures finalement.
Il y a eu la rupture des attaques d'Iran sur Israël et d'Israël sur Iran. Ça, c'est quelque chose qui a marqué. Un effondrement quand même de l'axe de la résistance, c'est-à-dire du Hezbollah, de l'Iran. Et puis la deuxième rupture, c'est l'effondrement du régime d'Assad. Je pense qu'on a quand même deux signes relativement positifs. C'est le cessez-le-feu au Liban, qui est fragile mais qui tient, et puis le cessez-le-feu à Gaza. On l'aura compris, ici à Abu Dhabi, on vit au diapason des crises du Moyen-Orient. Et depuis le 7 octobre 2023, on a suivi de près la chronologie folle des événements et le retour tragique au premier plan du dossier israélo-palestinien. Le 7 octobre, une date qui a bouleversé l'ensemble du Moyen-Orient. Voyons comment. Le 7 octobre, au petit matin, le festival Supernova où 3000 personnes sont venues faire la fête est attaqué par des membres du Hamas et du djihad islamique. Bilan total du massacre, 1163 morts, 255 otages. À présent, voici Gazaville, au nord du territoire palestinien administré par le Hamas. Après avoir ordonné l'évacuation de la ville, l'armée israélienne lance son offensive terrestre, puis ce sera Khan Younes jusqu'à Rafah. En un peu plus d'un an, plus de 48 000 victimes d'après le Hamas, chiffre peu ou pas remis en cause par les autres acteurs, tandis que 2/3 des bâtiments seraient détruits. Et voici la Cisjordanie, morcelée entre les communes palestiniennes et les colonies israéliennes illégales. Les violences entre colons et Palestiniens vont crescendo, comme ici, à Jénine. Partons maintenant pour Methoula, ville la plus au nord d'Israël. La Galilée, régulièrement visée dès le 8 octobre 2023 par le Hezbollah, bilan 60 000 Israéliens déplacés. À 65 km de là, voici Beyrouth, au Liban, et sa banlieue sud, Dahieh. Le 27 septembre 2024, l'armée israélienne tue le chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dans la foulée, Israël déclenche son opération terrestre limitée au Liban, faisant en quelques jours plus d'1 million de déplacés. À des milliers de kilomètres de Beyrouth, en mer Rouge, voici un autre acteur de cette guerre, les Houthis du Yémen, aidés par l'Iran, soutien du Hamas, qui attaque régulièrement dès novembre 2023 des navires circulant sur cet axe stratégique du commerce international. Hamas, Hezbollah, Houthis, 3 milices qui mènent vers Téhéran. Longtemps, ce sont elles qui ont fait la guerre contre Israël à la place du régime iranien. Mais le 14 avril, puis le 1er octobre 2024, l'Iran envoie cette fois-ci directement contre Israël drones, roquettes et missiles. L'Iran, au seuil de la puissance nucléaire, est pourtant considéré début 2025 comme une puissance régionale affaiblie après les coups portés à ses alliés régionaux, le Hamas et le Hezbollah. 2025, qui marque aussi le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'ami de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Et tous ces bouleversements des derniers mois dans la région, ils ont été enregistrés comme autant d'électrochocs sur les bases militaires françaises d'Abu Dhabi. Et l'amiral Lenné a été directement confronté à ces événements historiques. Alors avoir le commandement d'une zone qui comporte la mer Rouge, qui comporte le golfe arabo-persique depuis le 7 octobre 2023, c'est ce qui s'appelle un poste stratégique? Alors, cette date, ça a été, comme vous le savez bien, un game changer, une rupture stratégique, comme on dit, qui a eu des impacts majeurs dans toute la région. Comme vous le savez, les Houthis sont un peu un proxy de l'Iran. Et les Houthis, depuis le 7 octobre, mènent des attaques contre le trafic commercial en mer Rouge. Et donc ça, forcément, ça a modifié nos opérations. Dès le mois de novembre, la France a engagé des bâtiments pour protéger le trafic maritime, les différentes compagnies qui en faisaient la demande. Et ensuite, la France a été promotrice, je dirais, de l'opération Aspides de l'Union européenne, qui a été mise en œuvre en février 2024. Donc ça a vraiment changé la donne ici. Alors je crois qu'en plus, amiral, quelques jours après votre prise de fonction, il s'est passé un événement dont on va dire qu'il vous a vivement marqué. Oui, puisque dès que je suis arrivé ici, l'un de nos bâtiments a dû intervenir pour protéger un bateau en mer Rouge. Il a employé la force
pour détruire un drone de surface, c'est-à-dire un petit bateau chargé d'explosifs, Des Houthis, des Houthis, du Yémen. voilà, qui menaçait un porte-container. L'amiral nous donne accès aux archives militaires des différentes interventions de la marine française contre les Houthis. Ces rebelles yéménites alliés de l'Iran qui ont multiplié depuis 2023 les attaques et les demandes de rançon contre des cargos occidentaux, faisant chuter le trafic en mer Rouge. Sans être totalement inféodés à Téhéran, les Houthis sont un rouage important du dispositif iranien pour contrer la présence américaine au Moyen-Orient, en tirant drones et missiles fournis par l'Iran, notamment contre l'Arabie saoudite et Israël. Ces attaques, qui ont provoqué pour la première fois un mort à Tel Aviv en juillet 2024, accaparent une partie des ressources israéliennes et permettent aux Houthis de renforcer leur poids dans ce que l'Iran nomme son axe de la résistance, un axe aujourd'hui affaibli. Un poids encore accru par la position très stratégique des Houthis sur la route du commerce mondial, via le détroit de Bab el-Mandeb qui donne accès au canal de Suez. Après l'attaque de plusieurs navires, de nombreux armateurs renoncent désormais à cette route. L'Iran et ses proxys, les Émirats les connaissent de près. En s'impliquant dans la guerre au Yémen, ils ont été directement attaqués par les Houthis sur leur sol en janvier 2022. Avec notamment des tirs de missiles balistiques en direction d'Abu Dhabi et de Dubaï. À l'époque, les forces françaises aux Émirats ont contribué à la défense du territoire émirien avec leurs rafales et leur système de défense anti-aérien. Ici, à Abu Dhabi, on ne l'a pas oublié. Au-delà des attaques Houthis, le Moyen-Orient vit alors des bouleversements et des incertitudes. Alors, sur cette autre base française des Émirats, celle du 5e régiment de cuirassiers, située en plein désert, on se prépare à tous les scénarios. D'ailleurs, ici, on s'entraîne dans un contexte dit de situation d'alerte permanente. Ici, nous avons un espace d'entraînement en milieu ouvert, en milieu désertique. Donc là, les unités blindées apprennent le combat, à manœuvrer dans cet environnement particulier où il est difficile de se déplacer, où il est difficile de se protéger, de s'abriter des différentes menaces. Et donc un milieu qui est très exigeant. Et ensuite, les structures de combat en zone urbaine. Vous avez à droite ce petit hameau blanc qui est surélevé parce qu'en fait, on a développé un réseau d'égouts pour apprendre le combat souterrain. Et ensuite, ici, sans sortir du quartier, on a l'équivalent d'un village de 200 habitants où on peut manœuvrer à la fois à pied et en véhicule. Donc vous imaginez des chars de combat qui ouvrent la voie, qui viennent se mettre en appui. Et ensuite, vous avez les véhicules d'infanterie qui vont monter à l'assaut, débarquer au plus près des habitations et s'emparer de ce hameau. Il y a un convoi là assez impressionnant qui est en train de rentrer dans la base. Qu'est-ce qu'il y a sous ces bâches ? Sous ces bâches, ce sont des blindés, nos blindés. Ils reviennent justement d'une semaine de campagne de tir. Donc toute la semaine, ils sont entraînés au tir en char Leclerc. Et là, c'était un exercice franco-français ou avec les Émiriens ou avec d'autres forces de la région ? Ici, on travaille qu'avec les Émiriens. Si on veut travailler avec d'autres nations, on se déplace chez eux. Vous allez chez eux. Et ça, vous pouvez nous citer quelques noms de pays chez lesquels vous vous êtes déplacés ? L'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Oman et l'Irak. Et nous étions en novembre dernier au Qatar pour l'exercice interarmée Al-Quds, avec exactement les mêmes véhicules, des chars Leclerc, des VBCI, mais aussi des canons d'artillerie César. Ici aux Émirats, on mesure le lien qui perdure entre certains pays du Moyen-Orient et l'Occident, particulièrement avec les États-Unis, jusqu'ici grand garant de la sécurité régionale. Et on attend donc de voir jusqu'où ira le désengagement annoncé par Donald Trump, avec quelle remise en cause d'une présence américaine vieille de plusieurs décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains s'allient avec les Saoudiens puis installe le commandement pour les forces du Moyen-Orient à Manama, à Bahreïn, pour garantir un accès régulier au pétrole du Golfe et contrôler son prix. Leur alliance avec le Shah d'Iran est l'autre maillon de ce dispositif essentiel pour l'économie du monde occidental. Mais en 1979, la révolution iranienne et la mise en place de la République islamique bouleversent la donne.
L'alliance militaire états-unienne avec l'Arabie saoudite et les pays arabes du Golfe se resserre contre l'Iran. Après 1990 et la première guerre du Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein, la 5e flotte américaine devient le pilier naval des États-Unis dans le Golfe arabo-persique. Son rayon d'action s'étend jusqu'à l'océan Indien. Depuis fin 2023, les États-Unis dirigent depuis le Golfe une coalition de 10 États, l'opération Gardien de la prospérité en mer Rouge. Sa mission, protéger les navires marchands contre les attaques des rebelles houthis du Yémen. Enfin, aux côtés des Américains, le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, demeure un acteur militaire important avec 2 grandes bases navales dans la région du Golfe. Et la France, on l'a vu, qui dispose de ces 3 bases aux Émirats. Nous quittons temporairement les militaires français. Nous voulons en savoir plus sur cette diplomatie du Golfe qui s'affirme ces derniers mois, particulièrement celle de l'Arabie saoudite et des Émirats. Des pays qui sont à un moment clé de leur histoire, où leur puissance financière liée au pétrole, militaire et géographique les amène à vouloir jouer un rôle déterminant dans la région et dans la résolution des crises en imposant leur modèle. Hello, Dr. Ali. I'm Emily. Hi. Nice to meet you. Le docteur Ali Al-Nouami est un proche de MBZ, Mohamed Ben Zayed, le puissant dirigeant des Émirats. Nous avons rendez-vous dans ces locaux dont chaque mur raconte la success story des Émirats. La parole de ce haut dirigeant du régime est rare. Docteur Ali, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir ici, dans votre résidence, dans ce territoire singulier qui est le vôtre. On se demande comment vous avez vécu l'incroyable effet domino géopolitique des dernières semaines et des derniers mois. When the terrorist attack happened on the October 7th, it was a game changer. Hamas did something to undermine all these peace offers in the region. We were the first to condemn this terrorist attack, and we advise all our partners in the region and globally, yes, we have to engage to make sure that this doesn't happen again. This is where you will see the involvement of the UAE, in Gaza, to send a message first to the Palestinian people. We care about them, that they are not left behind, because we don't want them to be hijacked by the narrative that's coming from Hamas and other terrorist organizations. When you talk about the region, you have to consider the Palestinian, the Israeli. When you talk about Syria, you have to include the Druze, the Alawi, the Kurds, the Christian, everyone. Our approach is inclusive. And we see that the diversity that we are having in the UAE as a source of strength. Est-ce qu'il vous arrive d'être réellement confiant sur le fait que dans les mois, les années à venir, un État palestinien va réellement voir le jour? We believe that peace will bring security to the Israeli, not war. And that won't happen unless we fulfill the dream of the Palestinian people to have their own state, based on the UN resolution. Palestinians, they are human beings like us. They deserve to have their nation. And it is Palestine. That's the only hope, not only for them, Israeli and Palestinian, but for the whole region also. Everybody. But for the time being, I don't see neither leadership are ready for peace. And this is where we have to engage with both sides. And we have to work on creating the leadership that believe in peace. Alors parlons précisément de ces accords d'Abraham qui sont l'instauration de relations avec Israël. Les Émirats ont signé ces accords d'Abraham, comme le Maroc, comme Bahreïn, comme le Soudan, mais pas l'Arabie saoudite, pas l'Iran, pas le Qatar. Le chemin est encore long. Comment allez-vous faire? You know, since the Abraham Accord agreement signed, there is more than 1.4 million Israeli who came to the UAE. And so, that Arabs are not terrorists. Arabs are civilized people. They can live with them in peace and harmony. Every day there is at least 10 flights from Tel Aviv to the UAE. You know, we are not hostages to the past and history. We believe in engagement with all sectors,
with everyone. The way that we want to exclude a nation or a group is not right. Even when we talk about Iran, Iran is our neighbor. We have a history with the Iranian people. You know, we believe in engagement with them. And we believe through engagement and dialogue, we will be able to build bridges of trust and common interest that at the end will lead to that we work together for the stability and the security of the region and the world. Les Émirats rêvent d'une grande réconciliation régionale à l'image de la maison abrahamique d'Abu Dhabi. Elle fait cohabiter musulmans, juifs et chrétiens. Un site spectaculaire inauguré en 2023 avec une mosquée, une synagogue et une église côte à côte, tout de marbre immaculé. Message envoyé, toutes les religions, toutes les nationalités ont leur place aux Émirats et il devrait en aller de même dans toute la région. Cette logique inclusive, comme dit Dr Ali, semble même intéresser le voisin saoudien. L'Arabie saoudite, pourtant longtemps symbole de pays fermés, ultra-conservateurs et centrés sur les lieux saints de l'islam. Mais avec le prince héritier saoudien MBS, les temps changent dans un pays clé de la région. L'Arabie saoudite est le plus vaste État du Moyen-Orient avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Voici Riyad, capitale de la monarchie absolue saoudienne et la plus grande métropole du pays. Les grands gisements de pétrole ont fait la fortune de l'Arabie saoudite, qui reste l'un des premiers producteurs mondiaux d'or noir. Arrêtons-nous un instant sur le port de Djeddah, deuxième ville du pays. Et voici les villes saintes de Médine et de la Mecque, qui attirent chaque année des pèlerins venus du monde entier. La puissance du royaume saoudien repose d'ailleurs sur l'alliance de ces deux piliers essentiels, le pétrole d'une part et l'islam d'autre part. S'inspirant des Émirats, Mohammed Ben Salman a lancé en 2016 un vaste programme de réformes censé préparer les Saoudiens à la fin du pétrole, avec notamment la création d'une mégalopole de 26 000 km², Neom, le long du golfe d'Aqaba, juste en face du Sinaï égyptien et à 350 km seulement de Gaza. MBS qui met de surcroît en avant la libéralisation de la société saoudienne, notamment sur la question des femmes. MBS qui désormais semble l'incontournable interlocuteur des grandes puissances. Riyad a notamment accueilli en février 2025 les retrouvailles inattendues entre diplomates russes et diplomates américains. Fini et comme oublié la période où MBS était persona non grata, après l'assassinat en 2018 au consulat saoudien d'Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. L'Arabie saoudite de MBS est reçue partout et se pose en médiatrice. MBS qui cultive depuis 2016 sa bonne relation avec Donald Trump, mais qui conditionne toujours l'établissement de relations avec Israël à la création d'un État palestinien. Une chose est sûre, l'Arabie saoudite jouera un rôle clé dans le Moyen-Orient de demain. C'est la grande monarchie du Golfe, mais qui s'inspire pourtant de ce que les Émirats plus petits ont fait avant Riyad, à savoir cultiver de bonnes relations avec le monde entier en fonction des opportunités. Nous avons maintenant rendez-vous à la Anwar Gargash Academy, où l'on forme les diplomates émiriens. Un bâtiment aux dimensions spectaculaires, dirigé par un diplomate bulgare, ex-envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Proche-Orient, passé au service de la diplomatie émirienne. Il y a une autre caractéristique, si j'ai bien compris, de la diplomatie émirienne, c'est d'assumer de parler à tout le monde, notamment d'avoir parlé, d'avoir cherché à réhabiliter Bachar el-Assad, mais aujourd'hui d'avoir très rapidement discuté avec les nouvelles autorités syriennes. Comment justifiez-vous cela ? Well, isn't that what diplomacy is all about? Isn't diplomacy about being able to talk to everybody? And I've never thought that diplomacy is just about slogans and statements and tweets. It's about actually being able to have a dialogue with the people that you disagree with.
Vous parliez de la diplomatie, l'Iran qu'on décrit beaucoup comme une puissance affaiblie. Est-ce que du coup, l'Iran devient un interlocuteur pour vous plus facile? It's not an easy partner, Iran, for many of the countries in the Gulf. Over the last decades, the anxiety in the region about outside interference has grown dramatically. Obviously, you can confront it in an aggressive and military way. You can address it diplomatically by keeping channels of communication open and reducing tension. But also, I think, by showing to the Iranian people themselves and to the leaders of Iran that the region doesn't want an aggressive attitude towards the Iranian country, but wants to show them that there's a different way of doing things. Merci beaucoup. Thank you. On l'aura compris, c'est une diplomatie multicarte et sans conflit avec les voisins que met en avant Abu Dhabi. Multicarte, c'est-à-dire des accords militaires avec l'Occident, mais aussi des liens qui se nouent avec la grande rivale des États-Unis, la Chine de Xi Jinping. Depuis une dizaine d'années, la Chine a considérablement renforcé sa présence dans la région. Le pétrole du Golfe est en effet le carburant de son développement économique. 3 de ses 4 fournisseurs principaux de pétrole sont en effet des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Iran. Environ 60% des exportations chinoises vers l'Europe et l'Afrique transitent par le port de Dubaï. Alors, pour sécuriser ses positions dans la zone, la Chine a multiplié ses investissements. Au Qatar, par exemple, une entreprise chinoise rénove et crée de nouvelles infrastructures dans le port Hamad, à Doha, le plus important du pays. Aux Émirats, l'armateur COSCO, géant chinois du secteur, a racheté 90% du capital du terminal de containers du port d'Abu Dhabi. Sur le plan militaire à présent, les Chinois ont signé un important accord stratégique avec l'Iran en 2021. Enfin, la diplomatie chinoise est de plus en plus active dans le Golfe. En mars 2023, Pékin a remporté une victoire sur la scène internationale et sur les États-Unis en parrainant la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Certes, la Chine a obtenu une belle victoire avec cette image de rapprochement entre les deux rivaux régionaux, Téhéran et Riyad, mais l'Iran reste malgré tout, pour les Émirats, un voisin que l'on surveille comme le lait sur le feu. Direction la base aérienne française des Émirats. Ici, la grande fierté, c'est le Rafale. Paris en a vendu 80 aux Émirats en 2021, le contrat du siècle. Les Émirats qui financeront par ailleurs largement la prochaine version du Rafale, le Rafale 5. Le cône radar, il n'y a pas d'impact s'il est dans les tolérances. Le détecteur en haut est dans les tolérances. Le pneumatique est en bon état et le crochet est ouvert. C'est bon. Capitaine Gabriel, là c'est le Rafale 4, c'est ça? C'est le Rafale Standard 4. Vous êtes amené à voler sur cet appareil tous les jours? Exactement. Je vole comme un pilote affecté en escadron en France tous les jours aux Émirats Arabes Unis. Les zones d'entraînement représentent quasiment la totalité de l'espace des Émirats Arabes Unis au-dessus du désert. Ça veut dire que vous voyez assez bien l'Iran? Alors l'Iran, c'est pas forcément ce qu'on regarde lorsque nous entraînons, puisque nous sommes vraiment focalisés sur notre entraînement. Mais les Émirats sont à une certaine proximité de l'Iran, oui, tout à fait. La base aérienne française a une autre particularité. Elle est juste à côté d'une base émirienne et d'une base américaine. Le colonel Papalardo, avec qui nous avons rendez-vous, nous explique comment il travaillait avec le grand voisin états-unien, du moins jusqu'au retour de Donald Trump, notamment pour collecter du renseignement. Nous sommes des partenaires dans la région et de manière hebdomadaire, je me rends sur le camp américain. Mon objectif, c'est développer l'interopérabilité avec nos partenaires et s'assurer que l'on partage la même appréciation de la situation. Puis il y a aussi les opérations de renseignement. Exactement, ça fait partie d'un des efforts prioritaires sur la zone. D'accord. Et c'est du renseignement que vous collectez, vous, en tant que force française, ou parfois vous le faites avec les Américains? Comment ça se passe? Alors, c'est un domaine sensible. Évidemment, le monde du renseignement est celui du partage, pas de l'échange. Mais à mon niveau tactique, l'objectif pour moi, c'est de collecter ce renseignement et ensuite,
le niveau supérieur va être décidé avec qui il est partagé. Cela peut être les Américains, c'est évidemment avec notre pays hôte, les Émirats arabes unis, mais c'est quelque chose qui dépasse le niveau de la base aérienne. Et géographiquement, on va dire que vous êtes au bon endroit pour collecter dans les airs du renseignement. Exactement. La base aérienne est positionnée à un carrefour géostratégique, comme on peut le voir sur la carte. The place to be. The place to be, vous avez bien raison. The place to be, où se situer au bon endroit, au bon moment sur la carte. C'est ainsi que se voient les monarchies du Golfe, de l'Arabie saoudite aux Émirats, sans oublier le Qatar, longtemps mal vu de ses voisins, de par son influence diplomatique notamment sur le Hamas palestinien qu'il a longtemps financé. Les monarchies du Golfe, désormais, se savent au centre du jeu, prospères, influentes et capables de mieux tenir leur rang face à l'Occident en général et aux États-Unis en particulier. Raison pour laquelle dans la région, et avec l'ensemble du monde arabe, le moment semble venu de tenter de s'opposer au plan Trump-Netanyahou concernant Gaza. Pas question pour le monde arabe de déplacer le peuple gazaoui, urgence de reposer les bases d'un État palestinien et volonté du Golfe de jouer un rôle majeur dans la reconstruction d'un paysage de ruines. Voici leurs propositions. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats proposent la mise en place d'une administration palestinienne non alignée sur le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et non alignée sur l'autorité palestinienne, qui, elle, administre l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie. Le Hamas accepterait de ne plus diriger Gaza dès lors qu'un gouvernement d'unité palestinienne serait mis en place ou un gouvernement dit de technocrates. Le Hamas précisant qu'il entend jouer un rôle dans le choix des membres de cette nouvelle administration. Dans ce plan des pays arabes, il est également prévu que l'Union européenne contribue à former le personnel administratif. Et dans ce cadre politique, le plan prévoirait un processus de reconstruction de la bande de Gaza en 3 phases, sur 5 ans, sans expulsion des Gazaouis. 3 zones humanitaires sécurisées seraient créées sur le territoire, chacune comprenant 20 grands camps, équipés pour subvenir aux besoins élémentaires d'une population estimée à environ 2 millions de personnes. Objectif, permettre l'enlèvement des décombres causés par la guerre. Quant à la reconstruction, elle serait financée par des donateurs arabes et internationaux. On pense notamment aux riches monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Une zone tampon et une barrière seraient créées pour sécuriser la frontière entre Gaza et l'Égypte et pour y rendre impossible le creusement de tunnels caractéristiques de la période Hamas. L'horizon est clair, un État palestinien dans les frontières qui existaient avant la guerre des 6 jours, avec Jérusalem-Est pour capitale et instauration d'une zone tampon pour sécuriser Israël. Il est temps pour nous de quitter les Émirats, ce pays d'où l'on regarde différemment le nouveau Moyen-Orient. Les Émirats, ce pays capable de penser à la fois la sécurité d'Israël et la défense des Palestiniens, ce pays qui mise sur les nouveaux dirigeants de la Syrie, qui veut croire au sauvetage du Liban après l'affaiblissement du Hezbollah, mais qui ne sait pas encore ce que feront 3 acteurs imprévisibles de la région, la République islamique d'Iran, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et enfin Donald Trump et ses annonces chaotiques de politique étrangère. Ainsi s'achève ce nouveau voyage du dessous des cartes aux Émirats arabes unis, un pays dont on aura bien compris qu'il jouera forcément un rôle majeur dans les mois, dans les années à venir, de par sa centralité géographique, de par sa prospérité économique et de par ses choix diplomatiques qui consistent à parler avec le monde entier des BRICS aux Occidentaux. À l'heure où le Moyen-Orient est en plein bouleversement, à l'heure des questionnements, une partie des réponses se trouve ici, dans ce pays qui ne ressemble à aucun autre.